Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une heure. Nous verrons donc une partie macroéconomique. Nous passerons ensuite à l'analyse de différents graphiques, comme d'habitude, avec le Forex, les indices, pour terminer sur les matières premières et le Bitcoin qui a fait son halving hier. Nous en parlerons donc à la fin de ce Market Live durant la partie graphique sur le Bitcoin. Aujourd'hui donc les marchés restent assez calmes pour le moment, des marchés asiatiques plutôt en baisse, mais ici des indices futurs américains qui se maintiennent toujours, moins 0,24 pour le moment. Sur les indices futurs américains, les indices en Europe se maintiennent également, ouverture plutôt baissière et puis un rebond, une poursuite donc de cette hausse, malgré on le verra quelques résistances, ou en tout cas un ralentissement sur de nombreuses résistances, et malgré les craintes bien sûr d'une nouvelle vague et de l'impact important sur l'économie. Mais les marchés restent toujours plutôt positifs, on le voit d'ailleurs au travers de l'indice futur qui est descendu sous les 30. Nous pourrions donc voir une poursuite de la baisse si les marchés continuent d'espérer donc une reprise importante et de poursuivre leur hausse. En tout cas, on voit une poursuite de ce mouvement malgré bien sûr quelques résistances qui amènent à une réduction donc, de cette tendance haussière. Nous en parlerons principalement dans la partie technique. Ici, dans la partie macroéconomique, ce que nous allons voir, donc d'abord pour commencer bien sûr avec Wuhan, ce qui a amené justement à ce petit ralentissement, mais rien d'exceptionnel sur les marchés financiers. Nous avons bien sûr des résistances techniques également ici pour Wuhan, donc bien sûr le berceau, en tout cas d'où la pandémie a donc démarré. Il y a eu 5 nouveaux cas détectés donc lundi, qui étaient les premiers depuis le déconfinement et le premier depuis le mois de mars, donc depuis le mois d'avril en Chine, en tout cas à Wuhan, dans ce berceau. Bien sûr, de nombreuses organisations internationales ou de nombreux pays, notamment à commencer par Donald Trump, critiquent justement ce manque d'informations lorsque l'épidémie donc a démarré. Donald Trump également accuse la Chine donc d'avoir créé ce virus. C'est un autre sujet, mais ici euh, nous avons tout de même donc de nouveaux cas détectés. Nous suivrons avec attention cette tendance, donc notamment à Wuhan, mais il y a bien sûr d'autres régions qui sont touchées, qui commencent à avoir une accélération extrêmement importante et vraiment inquiétante, et d'autres pays qui voient de plus en plus de nouveaux cas, notamment l'élève modèle de la Corée du Sud qui voit depuis quelques jours donc une augmentation importante. Nous sommes sur des dizaines de cas simplement par jour, mais tout de même une augmentation alors que nous avions plutôt une tendance baissière depuis un certain temps. La Corée du Sud qui avait plutôt bien géré cette crise. Nous avons donc une hausse. Nous suivrons donc la Corée du Sud et nous suivrons l'évolution de ce nombre de cas. La Russie en revanche qui est inquiétante, qui est quatrième actuellement dans le classement du nombre de cas au niveau mondial, mais qui devrait passer seconde derrière les États-Unis dès aujourd'hui très probablement, et donc passer devant l'Espagne et le Royaume-Uni, avec une augmentation en Russie de plus de 10 000 cas par jour. Et cela depuis presque une semaine. Donc nous suivons cela avec attention, notamment les nouveaux cas en Chine pourraient également arriver de Russie avec un nombre, en tout cas une augmentation extrêmement importante. Au-delà de la Russie, qui a vu d'ailleurs la plus grande augmentation au rapport d'hier, depuis le début de la crise, qui faisait état donc d'une hausse de 11 700 cas en seulement 24 heures. Le Brésil également, qui voit une forte augmentation donc, du nombre de cas depuis une semaine, même si hier nous avons eu tout de même une réduction de cette augmentation. Nous sommes quand même entre 5 et 10 000 cas par jour, et la gestion de la crise par le pouvoir donc pourrait augmenter ces risques de façon importante. En tout cas, le Brésil également voit le même type de courbe, le même type d'évolution que la Russie, et devrait dépasser d'ailleurs la France et l'Allemagne aujourd'hui ou demain en nombre de cas, et donc rentrer dans le top, dans le classement, si je peux dire, des pays qui ont le plus donc de cas ici. La Russie, le Brésil, il y a également bien sûr l'Inde avec une accélération importante de la même façon depuis plus d'une semaine maintenant. Et donc ces trois pays qui sont extrêmement peuplés sont à risque également. Et donc trois pays tout de même qui pourraient avoir une accélération au-delà des 10 000 cas, voire bien au-delà, pourraient inquiéter donc notamment les pays limitrophes, les pays
donc avec des frontières directes de ces pays, mais également au niveau mondial, bien entendu, avec le déconfinement que nous voyons dans certains pays, il est probable qu'il y ait des échanges entre ces différents pays, notamment des personnes peut-être américaines qui étaient au Brésil ou en Russie ou encore en Inde, et pourraient rentrer donc aux États-Unis ou dans d'autres pays, notamment en Europe ou en Asie, où il y a justement, au contraire, un déconfinement. Donc attention à ces pays, attention, nous suivrons la situation en Chine, bien entendu, la situation à Wuhan plus particulièrement, mais surtout les autres pays, et je le rappelle donc, à commencer par la Russie, le Brésil et l'Inde. Trump également, Trump et le dossier commercial, nous revenons en 2018 ici, ce dossier commercial qui avait permis notamment au marché financier d'évoluer de façon importante, mais surtout de soutenir les marchés financiers, hein, malgré une baisse importante. Ce conflit commercial avait permis des hausses sur les marchés financiers. Bien sûr, nous avions eu une forte baisse en 2018, hein, on en parlera d'ailleurs dans la partie graphique, mais ici nous avons eu une communication de l'administration américaine qui était plutôt positive, et nous revenons dans ce conflit commercial, pas du côté positif ici, au contraire. Mais nous avons donc le retour sur le dossier commercial. Donc du côté américain ici, le sujet a changé. Nous ne sommes plus sur le Covid-19, hein, qui a priori semble être dépassé. Hein. Je le rappelle, la task force coronavirus devait être dissoute pour justement laisser place à une nouvelle équipe chargée donc de remettre le pays sur pied. Ici, nous parlons maintenant du dossier commercial, malgré bien sûr hein, des chiffres qui sont plutôt décevants. Aux États-Unis, une amélioration au niveau global, mais attention, ici on enlève New York ou encore le New Jersey, la tendance n'est pas forcément claire et certains États sont en augmentation de façon importante. Des États qui ont décidé notamment le déconfinement assez tôt, on pense à la Géorgie où la tendance n'est pas en accélération, mais la tendance n'est loin d'être baissière. Et il y a bien d'autres États où la tendance, elle, est haussière. Même si nous parlons de plusieurs milliers de cas au total dans certains États, cela reste inquiétant et cela donc continue de faire vivre le virus. Les États-Unis et les frontières donc aux États-Unis. En tout cas, les personnes peuvent se déplacer d'État à l'État, d'un État à un autre, même s'il y a bien sûr des restrictions. Donc, de nouvelles crise tout de même, mais ici du côté de l'administration américaine, c'est donc le conflit commercial, ou en tout cas la Chine directement qui est visée plutôt, entre les attaques sur la création du virus dans le laboratoire P4 à Wuhan, ou encore le manque d'informations qui est bien sûr confirmé également par la plupart des pays au niveau mondial ou d'organisations internationales. On peut le voir indirectement, c'est vrai qu'au début de la crise, on a eu peu d'informations, et puis ces chiffres sur les virus en Chine paraissent, par rapport aux autres pays bien sûr, paraissent extrêmement bas. Mais ici, c'est donc par rapport au dossier commercial. Donald Trump donc hier précisait qu'il n'était pas intéressé par la reprise des négociations commerciales avec la Chine, pour tenter peut-être de réduire l'impact avec ce coronavirus, ou en tout cas de réduire les mesures qui sont dans cet accord. Pour lui, donc, la Chine veut renégocier pour essayer d'avoir un accord plus positif pour eux-mêmes, et donc il n'est pas intéressé par la reprise des négociations, mais lui-même en parlait la semaine dernière. Il vérifie en revanche que la Chine augmente bien ses achats de produits américains, c'est ce qu'il précisait. D'ici plusieurs 2 semaines, nous pourrions voir justement, c'était la semaine dernière, d'ici 2 semaines, nous pourrions voir les effets justement de cet accord commercial. Je rappelle donc c'était l'achat de 200 milliards, donc une augmentation des achats de la Chine de produits américains d'environ 200 milliards sur 2 ans, plutôt 60 ou 80 milliards cette année il me semble, et 120 ou 140 l'année suivante, donc d'augmentation des achats. En revanche, bien sûr, avec le Covid-19, cela ralentit la croissance et la Chine avait même évoqué le cas de force majeure en début de crise, justement pour essayer de décaler ou de faire annuler cet accord commercial qui, hors Covid-19,
paraissait difficile à tenir, donc de 200 milliards supplémentaires en 2 ans. Les importations donc chinoises aux États-Unis est environ de 160 milliards ou 130 milliards, donc tout de même une hausse extrêmement importante qui paraissait difficilement tenable, même avant le Covid-19. Maintenant qu'il y a le Covid-19, qu'il y a le coronavirus, qu'il y a un ralentissement de la croissance, qu'il y a toujours des pays qui sont en confinement ou qui tentent de reprendre l'activité, mais où l'activité est extrêmement réduite. Bien sûr, la Chine également est impactée et pourrait justement plutôt être tentée de réduire ses achats à l'international, essayer de faire fonctionner l'activité au niveau national, et cela pourrait mettre en péril donc le dossier commercial, en tout cas l'accord commercial de phase 1. Ici, Donald Trump donc reprend son discours, bien sûr, hein, d'attaque de la Chine, qui est un sujet qui l'a beaucoup occupé pendant 2 ans, et à quelques mois des présidentielles, reprise des attaques contre la Chine, reprise également du dossier commercial qui donne une image justement de négociateur avéré pour son électorat. En tout cas, nous revenons sur ce dossier commercial qui pourrait justement durer. De là à amener de nombreux risques, cela pourrait mettre en péril justement le retour haussier des marchés, déjà que le retour haussier des marchés est complètement décorrélé de l'économie. Mettre en plus le dossier commercial, même si ici nous parlons d'économie, et que les marchés pourraient continuer de prendre leur tendance haussière. Nous avons la Fed qui achète les marchés, donc en tout cas qui injecte de la liquidité dans les marchés, et donc nous voyons que peu importe ce qui se passe au niveau économique, hein, avec des résultats d'entreprise qui sont extrêmement décevants, et surtout sans aucune perspective économique, ce qui est normalement extrêmement négatif pour une société de ne pas donner de perspective. Nous voyons donc des marchés financiers qui restent haussiers, parce que justement la Fed achète tout sur les marchés ou de nombreux actifs. Ici, elle précisait qu'elle allait acheter les actions des ETF, donc Exchange Trade Fund, qu'elle allait acheter les actions pour soutenir justement, on pense notamment à USO, cet ETF, donc un des principaux ETF sur le pétrole au niveau WTI, au niveau des États-Unis, qui a perdu plus de 1 milliard, 1,2 milliard sur le mois de mars, et qui pourrait en perdre encore plus par la suite. On pense à ce type d'ETF, mais d'autres également, d'autres ETF. En tout cas, la Fed continue d'acheter. D'un côté, la Fed continue d'acheter tout en disant bien sûr que la perspective de croissance commence à être difficilement tenable, ou en tout cas le retour haussier important de l'économie est de plus en plus intenable pour la Fed, mais d'un autre côté elle continue d'acheter tout ce qu'il est possible d'acheter finalement, de rachat d'actifs, des milliers de milliards donc qui sont injectés, ce qui permet justement de faire oublier un peu la crise économique dans laquelle nous sommes et qui devrait durer pendant un temps. Sur ce dossier commercial, donc nous devrions en entendre parler, notamment sur les réponses de la Chine probables, même si celle-ci reste assez calme, hein, on l'a vu pendant 2 ans, mais surtout sur la vérification de Donald Trump, sur l'augmentation des achats de produits agricoles, de produits américains. On parle également des produits agricoles. Il y a en revanche l'investissement en Chine aux États-Unis, hein, une autre information sur cette relation entre la Chine et les États-Unis. L'investissement en Chine aux États-Unis a baissé en 2019 au plus bas depuis la crise des subprimes, et cela pourrait baisser encore avec le Covid-19, notamment comme je le disais, pour essayer plutôt d'investir au niveau national avant de se déplacer dans d'autres pays, ou d'augmenter l'investissement dans d'autres pays, et également bien sûr les menaces de Trump qui pourraient amener justement à une réduction de ces échanges en cette période de crise. En revanche, on voit tout de même la Chine qui a baissé des droits de douane sur 79 nouveaux produits américains pendant 1 an. En revanche, cela inclut donc le minerai de terres rares, alors que plutôt la terre rare est plutôt exportée en grand nombre par la Chine, ce qui inquiétait d'ailleurs l'industrie militaire aux États-Unis, qui se sert de façon importante. En tout cas, ici, peut-être une bonne nouvelle sur la baisse des droits de douane de 79 nouveaux produits donc américains d'importation justement en Chine.
Nous suivrons avec attention ce dossier. Le président américain pourrait se focaliser sur ce dossier, justement, sur ce dossier commercial et sur la Chine. Le pétrole également, donc le pétrole en Arabie Saoudite. Ici, nous avons donc une nouvelle baisse de la production en Arabie Saoudite qui, pour le moment, n'a qu'un effet limité, bien sûr, sur le cours du pétrole, qui est en hausse tout de même de près de 1% tout de même aujourd'hui, avec le pétrole Brent, lui, qui est en train de tester à nouveau les $30, le WTI qui lui teste les $25. Mais on voit tout de même que malgré cette baisse de la production, pas d'accélération nouvelle sur le pétrole. C'est une baisse donc de 1 million de barils supplémentaires par rapport à celle qui avait été annoncée avec l'OPEC, OPEC+. 1 million de barils par jour, c'est environ 1% de la demande mondiale, ou même de la production mondiale. Selon les infos, donc, selon les informations que nous avons, il y aurait eu de nouvelles menaces de retrait des missiles américains donc, sur le sol d'Arabie Saoudite. Nous en avons parlé il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu donc, la baisse importante de l'OPEC, OPEC+. Les États-Unis auraient fait pression sur l'Arabie Saoudite en précisant qu'elle retirerait ses troupes et ses missiles, notamment antiaériens, donc, qui protègent notamment contre l'Iran. En tout cas, cela a permis une première fois de forcer, si on peut dire, l'Arabie Saoudite à baisser cette production, et d'autres l'OPEC, membres de l'OPEC qui ont suivi. Ici, il y aurait eu, selon les informations que nous avons eues, de menaces de retrait des missiles donc, sur le sol d'Arabie Saoudite. Donc on voit bien tout de même la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur ce pétrole. La baisse donc, de l'Arabie Saoudite est donc à 4,8 millions de barils par jour. Donc nous étions au plus haut à 12 millions de barils de production seulement pour le mois d'avril, où l'Arabie Saoudite avait donc précisé qu'elle augmentait jusqu'à 12,3 millions de barils par jour sa production. Ici, une baisse de 4,8 millions de barils en juin par rapport à avril. Donc ici, c'est une baisse extrêmement importante, mais cela n'amène pas à une hausse, d'une part, parce qu'il y a toujours des tensions importantes sur la demande, une production extrêmement importante, notamment qui vient des États-Unis, même si on voit justement les puits aux États-Unis, qui sont que l'on peut compter en tout cas chaque semaine. Il y a un décompte. Nous étions à plus de 800 il y a encore quelques mois, descendu à 300, 350, puis en activité, donc ce pétrole de schiste notamment qui a contribué à cette hausse importante de la production aux États-Unis. Donc ici, et notamment, il y a une deuxième raison, bien sûr, c'est que pour le moment, l'Arabie Saoudite et d'autres pays ne précisent pas si la baisse totale va se poursuivre après juin. Et donc, seulement une baisse sur mai et juin, cela implique donc qu'il y a un retour haussier important sur la demande de pétrole et donc sur l'activité après juin. Cela paraît tout de même difficile, même si l'activité reprend. Si on pense aux compagnies aériennes, en juin il est peu probable, ou en juillet il est peu probable que cela tourne à 100%. Nous avons vu donc le patron, le CEO de Boeing, donc, qui n'est pas une compagnie aérienne, mais bien sûr qui est en forte relation avec les compagnies aériennes en tant que client, en tant que principaux clients, précisait donc qu'il ne voyait pas un trafic aérien ou un nombre de passagers au-delà des 25% par rapport à la situation précédente en septembre. Donc on voit tout l'été qui devrait être une nouvelle fois sous pression. L'activité, et notamment l'activité de transport, l'activité de voyage, l'activité de touriste, qui ne devrait pas reprendre cet été. Et cela pourrait bien sûr impacter. Le pétrole sert à de nombreuses industries, donc la demande pourrait progresser, mais attention, nous le disions en début de Market Live, il y a tout de même des risques de nouvelles vagues. Pour terminer, donc, les marchés actions, nous surveillerons Tesla avec attention notamment. Avant de regarder Tesla, pourquoi nous suivrons Tesla avec attention, il y a de nombreuses sociétés qui ont donné leurs résultats, notamment ThyssenKrupp, dont on connaît surtout sur les ascenseurs. Le deuxième trimestre qui est décalé, la perte nette a été multipliée par 5, 948 millions d'euros, et voit une perte au T3 qui pourrait dépasser le milliard d'euros. À sécuriser 1 milliard en prêt, donc on peut comparer rapidement cette sécurisation, cette ligne de crédit de 1 milliard par rapport aux pertes trimestrielles de 1 milliard. Cela pourrait être difficile
Pourquoi? Parce que cette société notamment dépend du secteur automobile, principaux clients donc ici, on le connaît dans les ascenseurs, mais il y a d'autres activités importantes et le secteur auto qui est également au ralenti, donc pèse bien sûr sur ce type de société. En revanche, il y a donc qui est au-delà de l'ancien plus haut avant la crise. Bien sûr, ce sont des sociétés assez défensives, une hausse des ventes de 6,9% donc au premier trimestre et confirme ses objectifs annuels, que ce soit en France ou en Italie, ces deux pays dans lesquels donc il est présent. Allianz, donc au niveau de l'assurance, le premier trimestre, résultat net, moins 29%. Et pour terminer, donc, il y a Saudi Aramco également, bien sûr. Saudi Aramco, donc, qui a baissé, donc on a vu les profits qui ont baissé de 25%, alors que c'est une société qui est extrêmement lucrative. Une baisse de 25% à quelques mois suivant l'introduction en bourse. L'introduction en bourse la plus élevée de l'histoire, donc à plus de 25 milliards de dollars et qui s'est faite juste avant justement le Covid-19 et cette baisse du profit de 25%. Pour terminer, donc je le disais, Tesla sous surveillance avec attention, il y a eu plusieurs informations pour le moment qui n'a pas d'impact sur le cours de bourse, notamment l'industrie, en tout cas, pardon, les capacités de production, l'usine en Chine qui s'était arrêtée pour quelques jours. Pas de confirmation particulière du retard, mais cela montrait donc un manque de pièces et cela avait arrêté la production. Ici, nous parlons plutôt de l'usine donc qui était en Californie, la seule usine pour le moment aux États-Unis. Il y en a une aux États-Unis, une à Shanghai, en tout cas en Chine qui a ouvert il n'y a pas longtemps, et une à Berlin qui est en construction. Tesla, ou en tout cas Elon Musk, précisait qu'il pourrait construire une autre usine aux États-Unis, mais dernièrement il précisait qu'il pourrait retirer son head office de Californie et le mettre au Texas par exemple ou dans d'autres États parce que actuellement la Californie ne lui permettait pas donc de reprendre le travail. Aujourd'hui donc Tesla et son patron Elon Musk devraient reprendre l'activité ou ont repris l'activité. Malgré donc les restrictions, malgré les interdictions de reprendre le travail en Californie, et Elon Musk précisait donc qu'il est prêt à être arrêté, que s'il y a quelqu'un qui est arrêté, c'est seulement lui donc et laisser les travailleurs travailler. Donc ici encore une attaque un peu d'Elon Musk, en tout cas cette reprise du travail et cette défiance donc du pouvoir ou même de la police pourrait amener à peut-être une fermeture de l'usine justement obligatoire ou des problèmes juridiques en tout cas pour Tesla. Pour le moment Tesla s'en sort très bien, l'action est remontée au plus haut, quasiment plus haut historique, alors que voilà, il y a des problèmes dans tous les marchés automobiles, mais Tesla apparemment s'en sort. Pourquoi? Parce que la production est minime, donc il n'y a pas de nombreuses usines à travers le monde, il n'y a pas un impact extrêmement important parce que lorsqu'on produit 30 000 véhicules au lieu de 10 millions, forcément lorsqu'il y a une baisse importante, en tout cas la baisse est moins importante. Et puis bien sûr il y a Tesla et cet engouement pour Tesla, alors que voilà, la société produit peut-être 100 fois moins de véhicules que les numéros 1 mondiaux. Donc peut-être pas 100 mais 10 à 50 fois moins que les numéros 1 mondiaux et est bien au-delà de la plupart donc, des constructeurs automobiles. Mais attention à cette défiance donc, de la part d'Elon Musk et la reprise du travail en Californie. Voilà, nous allons maintenant passer bien sûr à l'analyse technique. Nous regarderons donc le Forex pour commencer avec l'euro-dollar, USD Yen, GBP USD, AUD USD et USD CAD. Nous commençons donc sur l'euro-dollar qui reprenait ce matin, qui tentait en tout cas de rebondir. Nous allons regarder ici pour commencer en 15 minutes. Même si je le rappelle encore une fois, nous sommes en décalé. Il est actuellement 9h49 donc, et vous aurez le market live d'ici 1 heure. Je vous le disais donc
une tentative de reprise haussière ici sur l'euro-dollar, mais attention avec ces craintes de nouvelles vagues. Nous voyons donc le dollar américain. Nous allons regarder le dollar américain pour commencer, hein, étant donné que toutes les paires de devises sont bien sûr en contrepartie du dollar. Ici, donc on le voit, hein, ce retour haussier, cette poursuite ici au niveau technique, mais on voit surtout un rebond, hein, depuis le début du mois sur le dollar américain, mais pas de retour à la tendance haussière, hein, comme on a pu le voir ici avec cette baisse importante sur les marchés financiers, une hausse et un retour sur le dollar américain. Mais ce maintien du dollar, justement, notre perspective reste tout de même haussière ici à moyen terme sur le dollar américain. Tant que la crise, en tout cas, est là, par la suite, le budget et l'injection de liquidité pourraient mettre sous pression ce dollar américain. Mais pour le moment, notre perspective reste haussière. Mais pas de réelle accélération, hein, toujours bloqué sous ces 101 ici, le plus haut récent que nous avons observé. Mais nous voyons tout de même, depuis le début du mois, un retour haussier donc, sur le dollar américain, ce qui influe bien sûr sur les autres paires de devises. Ici donc l'euro-dollar ici qui se maintient toujours sur les 1,0780, ce plus bas que nous avons observé à plusieurs reprises et se maintient actuellement. Nous sommes en journalier ici, j'évite bien sûr les horizons de temps trop courts parce que nous sommes en décalé, mais quand même nous voyons donc en 15 minutes à surveiller ces différents niveaux. Ce rebond donc, qui s'est effectué, hein, cette oblique qui a servi à plusieurs reprises, voilà, de résistance ou de support, qui a déjà permis le rebond ici, on l'a vu à plusieurs reprises, malgré une tentative de franchissement. On revoit ici une nouvelle tentative de rebond et donc une persistance de cette tendance haussière malgré un retour baissier. Attention, donc nous surveillerons le retour au-delà du seuil de la moyenne mobile ici 100 périodes pour venir tester une nouvelle fois cette moyenne mobile de 100 périodes sur les 1,0826. En revanche, je rappelle, hein, nous sommes en 15 minutes et nous sommes en décalé. L'oblique ici donc et la cassure de cette oblique confirmée pourrait amener à une nouvelle baisse et pourrait nous ramener justement sur ce seuil sur les 1,0780, 1,0779 sur l'euro-dollar. Ici donc le maintien au-delà des 1,0779. Ici, des 1,08 au niveau graphique, donc peu de barrières pour revenir accélérer et pour tenter en tout cas de venir sur la moyenne mobile 100 périodes, voir l'oblique qui est actuellement situé donc sur les 1,0862. Mais attention tout de même, si nous avons un recul des marchés, hein, actuellement, des marchés sans réelle tendance, donc des indices futurs en légère baisse actuellement, et sur les marchés européens, DAX en légère hausse, un CAC en légère baisse, donc cette crainte de la deuxième vague n'est pas non plus extrêmement importante. Cette hausse de nombre de cas dans les pays n'impacte pas les marchés. Nous avons la Fed qui est là, même sur les marchés européens. En tout cas, au niveau graphique ici, l'accélération pourrait nous permettre donc au niveau haussier, si l'on dépasse justement ce qu'on a vu en 15 minutes, donc sur les 1,08 ici 26, nous pourrions voir une nouvelle accélération. Voilà, une nouvelle accélération et venir sur ces niveaux sur les 1,08,6, 1,08,51, donc moyenne mobile, et l'oblique. En revanche, un échec sous cette moyenne mobile 100 en 15 minutes, sous l'oblique que nous avons vu, nous attendons un retour ici sur les 1,0779, voire ici le plus bas, hein, que nous avons observé, en tout cas testé à plusieurs reprises, et donc qui est situé sur les 1,0767. Attention au franchissement qui pourrait nous conduire à une nouvelle accélération baissière. Dans la journée, peu de statistiques économiques. L'IPC, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui est en revanche attendu en mensuel en négatif, qui pourrait réduire un peu l'impact, en tout cas la hausse du dollar américain, si nous n'avons pas de nouvelles craintes, hein. Si les marchés repartent en hausse, comme on le voit très régulièrement malgré les craintes, nous pourrions voir le dollar américain qui reste sous tension, et donc cela pourrait appuyer justement cette tendance haussière, ce retour haussier 1,0826 et ici 1,0851, 1,0860. Voilà, nous poursuivons, nous regardons l'USD Yen. L'USD Yen ici, les commentaires de Kuroda notamment sur le soutien à l'économie, donc
Nous avons ici malgré tout en tout cas un retour haussier sur le yen par rapport au dollar américain, légèrement, hein, parce qu'on voit tout de même le dollar américain donc, qui baisse de 0,06 et moins 0,09 sur l'USD yen. Donc léger accent ou léger soutien sur le yen par rapport au dollar. Ici en tout cas au niveau graphique, nous allons regarder pour commencer. Non pas en 4 heures, nous y sommes déjà. Nous allons regarder en hebdomadaire l'USD Yen qui n'a que très peu bougé, une volatilité, mais nous revenons sur les niveaux ici, autour des 107,32 toujours. Donc peu de niveaux à surveiller ici, les 107,32 bien sûr, un retour dessous en hebdomadaire pourrait confirmer cette poursuite baissière ici sur l'USD Yen. Nous suivrons bien sûr le dollar américain. Une faiblesse du dollar américain devrait conduire à un retour sur les 107,32. Nous allons donc revenir ici en 4 heures avec cette tentative ou cette hésitation en tout cas sur les 107,56. Je le rappelle, il est 9h55 actuellement. Donc en 4 heures, nous pouvons voir une tentative. Ici, une tentative au-delà de la moyenne mobile, donc 200 périodes, qui devrait permettre de venir tester une seconde fois. Et un dépassement ici devrait nous conduire à un retour sur les 108. Il faudrait justement un retour haussier sur le dollar américain avec des nouvelles craintes. Il faudrait donc voir si nous avons un retour baissier sur les indices, une hausse et un retour sur les valeurs refuges, une hausse du dollar américain. Cela pourrait nous permettre donc de venir tester d'abord les 107,77 et de venir au contact des 108. Au contraire, un nouvel échec et donc un échec de cette tentative de rebond à court terme. Nous sommes en 4 heures, sous la moyenne mobile 200 ici 107,56. Nous attendons donc les 107,32, mais nous pourrions voir un retour, une accélération sous ce niveau ici 107,34. Nous pourrions voir un retour sur le seuil des 107,90. Nous passons maintenant au GBP USD. Le GBP qui progresse, en tout cas qui progresse avec la baisse uniquement du dollar américain. Ce W ici, en tout cas ce double bottom pourrait confirmer au niveau graphique donc un retour haussier, mais pour le moment pas d'accélération. De la même façon, peu de publications donc, que nous suivrons avec attention. En tout cas au niveau du Royaume-Uni, je le disais donc... nous aurons seulement l'IPC dans la semaine, de nombreuses publications, hein, que ce soit dans toutes les zones économiques, hein, notamment le PIB également en zone euro. Nous avons au niveau du Royaume-Uni justement le PIB qui lui sera publié demain, qui est attendu en baisse de 2,5%, mais une légère baisse par rapport à ce que nous voyons en Europe ou aux États-Unis, avec un confinement qui s'est fait plus tardivement. Nous suivrons donc cela avec attention. Demain, il y a également au niveau de la Nouvelle-Zélande, donc la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Mais ici, peu de publications, donc avant cela, seulement l'IPC. Royaume-Uni, PIB, demain, attention en cas de déception, cela pourrait casser la dynamique haussière. Dans l'attente, ici, nous suivrons le dollar américain. Si nous avons justement ce maintien et donc des marchés financiers qui se maintiennent avec la Fed, cela pourrait permettre au dollar américain de reculer et au GBP USD donc de progresser, une accélération qui pourrait nous mener ici sur le seuil des 1,24 avec les moyennes mobiles 100 et 200 périodes. Nous sommes en 4 heures, ce qui impliquerait tout de même une hausse actuellement 0,50%. Donc nous pourrions voir cette accélération avant la publication du PIB demain. Attention le PIB, hein, nous avons eu beaucoup de déceptions, même si cela a peu d'impact sur les indices et sur les marchés financiers en règle générale. Hein. On l'a vu en Europe, on l'a vu également aux États-Unis. Cela pourrait avoir un impact sur la monnaie en revanche, sur le GBP, et pourrait nous conduire donc à un retour baissier. Si en plus nous avons une accélération sur le dollar américain, nous pourrions voir un retour sur ses plus bas ici et revenir tester les 1,2280 ici, les 1,2250. C'est 1,2250 le plus bas que nous avons observé maintenant depuis le 7 avril 2020, donc pourrait amener un retour ici, donc correspondrait au support oblique. Donc pour le moment, nous suivons le dollar américain. Si les marchés financiers continuent d'être soutenus justement, même légèrement, le dollar américain pourrait rester sans réelle tendance, pourrait
baisser légèrement, ce qui pourrait permettre l'accélération. Si nous n'avons pas de mouvement, en tout cas sur le dollar américain, ou une hausse sur cette valeur refuge, un échec ici à venir franchir ces deux plus hauts sur les 1,2361 pourrait nous ramener directement ici sur les 1,2306, voire une accélération avec le PIB de demain. Donc attention tout de même au risque. À court terme, nous pourrions tenter un rebond, hein, je le disais, donc j'évite de faire trop de graphiques avec des horizons de temps trop courts, mais nous regarderons cela avec attention. En 15 minutes également, on le voit avec ce dépassement de la moyenne mobile ici, qui pourrait nous ramener, je le disais, sur le plus haut récent. Nous avons la moyenne mobile 200 périodes. Donc tentative, on le voit au niveau graphique ici, pas de publication avant cet après-midi aux États-Unis, et même cette publication, si nous n'avons pas de crainte sur les marchés, mais un indice des prix à la consommation qui est plutôt baissier, encore plus que prévu, cela pourrait amener justement à une baisse plus importante et soutenir ce rebond. Mais attention en 15 minutes, de la même façon, voilà un échec sur le plus haut, en tout cas c'était le plus haut de la séance, qui pourrait nous ramener sous les 1,2330. Attention à la confirmation d'un retour sur les 1,23. Voilà ce qu'il faut surveiller donc sur le GBP USD. Nous continuons avec la UD USD qui est impactée depuis plusieurs séances, avec justement, en tout cas depuis hier notamment, on le voit ici, nous sommes en journalier, avec les craintes de la seconde vague, avec cette économie qui pourrait finalement prendre du temps à remonter, la UD qui est impactée par cette baisse de la croissance au niveau mondial, également par le conflit commercial, un retour du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, des craintes d'un ralentissement encore un peu plus important de la Chine, qui est le principal partenaire de l'Australie, donc pourrait amener à une baisse. Au niveau graphique également, double échec ici sous ce niveau, sur les 0,6568, pourrait amener justement retour sous les 0,65 actuellement, le dépassement ici de la moyenne mobile sans période, mais actuellement le plus haut que nous avions observé ici le 15 avril permet de retenir la tendance. Attention au nouveau franchissement qui devrait nous conduire, premier objectif ici sur les 0,6376, mais nous pourrions voir une accélération un peu plus importante ici. Tant que nous nous maintenons ici en cas d'accélération, bien sûr, au-delà de ce niveau, attention en cas de cassure, justement, c'est 0,6214 qui pourrait confirmer l'accélération baissière. Pour le moment, avec ce double échec et le maintien sous les 0,65, si nous avons un nouveau franchissement ici, objectif 0,6376. Nous allons regarder également en 4 heures la paire de devises avec voilà, ce support oblique qui était donc une résistance que nous avions dessiné, en tout cas tracé, pardon, ici, voilà, qui malgré quelques tentatives, on l'a vu, hein, des franchissements qui ont amené à une baisse, mais des retours aussi importants. Ici, 2 tentatives ou 2 franchissements invalidés directement après. Donc, pour confirmer cette tendance sous la moyenne mobile sans période, hein, qui a encore permis le rebond ici à court terme, en tout cas durant la nuit, le franchissement ici confirmé, donc de clôture sous ce niveau, pourrait justement confirmer ce retour baissier et nous amener sur les niveaux que nous avons définis ici. Premier objectif, donc 0,6375, mais nous pourrions voir une nouvelle accélération. Attention à la UD/USD. Si nous avons un retour sur les valeurs refuge d'une part, et donc des craintes justement sur le commerce, ou en tout cas sur la reprise mondiale, l'AUD sera doublement impacté. Si au contraire, au niveau du dollar américain, il y a justement une baisse là qui se poursuit, en tout cas pas de nouvelles craintes. Nous pourrions voir un retour aussi, une tentative de venir tester les 0,65. Mais il faudra un franchissement et il faut un franchissement de ces 0,6568, 0,6570 pour voir une nouvelle accélération haussière. Voilà, nous terminons le Forex ici sur l'USD-CAD avec le pétrole bien sûr hein, qui fait évoluer la paire de devises de façon importante, et puis bien sûr le dollar américain. Nous avons donc toujours ces 1,4155 hein, qui jouent leur rôle de résistance depuis le début du mois de mai. On l'a vu, cette tentative qui a de nouveau échoué sous ce niveau et qui a amené une nouvelle baisse importante.
Nous avons en revanche ici un retour haussier récemment en 4 heures, la moyenne mobile 100, le seuil ici en tout cas les 1,40 55 et la moyenne mobile, les moyennes mobiles pardon, qui mettent en échec, qui pourraient nous amener à court terme sur le seuil des 1,40, donc une baisse encore possible ici sur l'USD CAD, moins 0,12%, donc nous pourrions l'atteindre pardon, avant la diffusion de ce market live. En cas de franchissement des 1,40, peu de résistance ici, on le voit hein, durant les dernières périodes, en tout cas les dernières fois où nous avons franchi en clôture ce seuil des 1,40 ici, malgré ici deux rebonds, un franchissement qui a conduit à une accélération importante, et de la même façon une tentative ici, mais le franchissement a de nouveau amené sur le seuil des 1,39 ici, en tout cas sur une forte correction. Donc attention en cas de franchissement des 1,40 qui pourrait nous ramener une nouvelle fois ici sur les 1,3915, en tout cas sur le seuil, le support actuellement à la hausse. Il faut dépasser ces moyennes mobiles, il faut venir dépasser ici le plus haut récent pour venir tester les 1,4155 qui joue toujours son rôle de résistance, hein. Un franchissement validé, on le voit ici, une première clôture, deuxième clôture permet l'accélération. Ici une clôture qui est invalidée directement, ici aucune clôture au-dessus, donc une invalidation et un retour baissier important. Voilà donc sur cette AUD-USD, nous allons regarder en d'autres, voilà, on voit l'hésitation avec le cours du pétrole hein, qui évolue de façon importante, à la hausse, à la baisse. Une hausse importante récemment qui a permis donc ce retour baissier, mais également un retour haussier sur le dollar américain et donc qui a réduit un peu cette tendance baissière que nous avons observée. Là, le support majeur ici sur les 1,38 54 donc attention, nous avons vu ce support oblique sur les 1,3950, sur les 1,3915 pardon, sous les 1,40, 1,3915. En cas de franchissement, nous pourrions venir ici sur ce support majeur, 1,3852. Au contraire, un retour au-delà des niveaux que nous avons observés, 1,4151. Nous attendons donc en cas de validation, le retour sur les 1,42 sur cette résistance, cette ancienne résistance donc historique que nous allons mieux voir d'ailleurs dans un autre horizon de temps ici, voilà, cette résistance historique actuellement située sur les 1,42. Voilà donc pour ce Forex, nous poursuivons, nous regardons maintenant les indices. Nous commençons donc avec le DAX. Ici, le DAX, je le disais, qui est sans réelle tendance actuellement, donc le DAX qui est à moins 0,15, moins 0,09, donc voilà, un impact de ce risque de seconde vague très peu important que nous avons observé, et donc une attente d'informations plus importantes. Les marchés américains, si nous restons justement dans ce type d'évolution, une hausse des marchés américains bien sûr pourrait permettre aux indices européens de progresser également. En tout cas, au niveau graphique, nous sommes en mensuel ici. Donc en mensuel, nous avons vu la clôture qui a échoué sous ce support oblique que nous voyons d'ailleurs pourquoi en mensuel. Nous allons regarder plutôt en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, donc le support, en tout cas ce que nous avons vu ici, nous sommes au-delà pour le moment. Cela permet donc l'accélération sur les deux plus bas de 2016 ici et le plus bas de 2018. J'en parlais tout à l'heure avec le conflit commercial qui avait amené à cette baisse, une baisse tout de même assez importante. Mais nous avons ici le Covid et la récession qui permet une accélération par la suite. Pour autant, nous n'avons pas comblé ce gap, hein. Nous voyons donc les 11 000 qui ont de nouveau mis en échec le cours donc, de l'indice DAX. Le dépassement, hein, c'était l'objectif de venir combler ce gap sur les 11 500. Nous allons le voir d'ailleurs en journalier ici. Voilà, en journalier, ce comblement ici de gap en cas d'accélération qui correspond quasiment, on le voit, à cette oblique. En tout cas, nous voyons tentative de rebond ici, nouvelle tentative de rebond au début du mois de mai, il y a quelques séances, au-delà des 10 800, hein, qui est notre résistance que nous surveillons avec attention. Nous avions vu une première invalidation. Pour le moment, ici, tout de même, deux clôtures au-delà de ces 10 800 pourraient amener au niveau graphique un retour haussier, un retour à un test des 11 000.
Mais on le voit, cet échec donc est en train de mener un retour baissier. Mais je le disais, donc moins 0,18 sur les marchés européens. Cette crainte de deuxième vague n'est pour le moment pas inquiétante pour les marchés financiers. Et nous avons donc une hésitation. En cas de franchissement, nous allons le voir dans les autres horizons de temps, ici, l'objectif de revenir sur les 10 500, voire le plus bas récent qui est situé actuellement sur les 10 380. Nous allons regarder maintenant en 4 heures. Voilà, en 4 heures, donc, retour ici sur ce niveau, sur ces 10 786, donc, qui permet actuellement le rebond. Nous n'avons pas de franchissement validé de ce niveau. Le franchissement, l'objectif, donc, de revenir ici sur la moyenne mobile sans période avec l'objectif intermédiaire, mais nous pourrions revenir sur Fibonacci. Notre objectif, en tout cas sous les 10 800, en cas de validation de retour sous les 10 780, se situe plutôt sur la moyenne, pardon, sur l'oblique ici, ce support oblique depuis début avril, depuis cette accélération que nous avons eue, et ce marché donc qui continue sur sa tendance haussière, mais on voit l'accélération qui ralentit de façon importante. Donc, en cas de franchissement, en cas de franchissement des 10 740, le plus bas récent, l'accélération, notre objectif, donc, de revenir sur les 10 475, avec un retour ici, qui pourrait se situer non loin donc de la moyenne mobile 200 périodes et qui offrirait un niveau de support important. Et donc sous cette oblique ici, en cas de retour baissier, que nous n'avons pas dépassé depuis le 6 avril, l'accélération pourrait être plus importante et nous pourrions voir une baisse importante sous cette oblique. Un maintien ici au-delà des 10 800, pardon, et le niveau, donc cet ancien plus haut ici du 14 avril, 10 825, que nous avons déterminé donc en journalier également. Au-delà des 10 825, nous y sommes juste actuellement, nous pourrions voir une nouvelle accélération. Ici, il faut dépasser donc ces 10 900, ce seuil des 10 900, le plus haut récent, ce plus haut qui avait amené un retour baissier avant l'accélération. Au-delà des 10 900, nouveau test des 11 000, 11 034, et nous pourrions voir par la suite, au-delà des 11 000, une confirmation du gap. Voilà, nous poursuivons, nous regardons le CAC. Le CAC également qui hésite, on voit cette tendance qui reste, en tout cas cette évolution qui reste sans réelle tendance. Nous avons donc ici la moyenne mobile sans période. La moyenne mobile sans période donc et 200 périodes, actuellement en train de tester les 4500 et la moyenne mobile sans période. Nous allons le voir également en journalier, un échec important à se maintenir donc au-delà de cette résistance des 4587 qui ont mis à plusieurs reprises en échec la progression donc et nous avons eu à chaque fois un retour baissier, ici notamment un retour extrêmement important donc en tout cas de plus de 10%. Un nouveau retour baissier de près de 6%, et ici un nouvel échec à près de 5% de baisse. Donc attention à ce nouvel échec avec un objectif qui se situe. Nous allons rendre les choses un peu plus visibles. Voilà, ici donc qui se situe donc sur le plus bas récent sur l'indice DAX, testé à de nombreuses reprises depuis ici le 21 avril, et situé donc sur les 4342. Sous ce niveau, attention à l'accélération baissière qui pourrait nous conduire ici sur les 4150 points, 4120 points. De la même façon, donc peu de... Voilà, en 15 minutes, même si je le rappelle, il est 10h13 actuellement, nous voyons donc un nouvel échec, 2 échecs sous la moyenne mobile sans période, qui pourrait conduire à l'accélération donc sous les 4460, donc à court terme ici. Attention à l'accélération baissière. Au niveau haussier, donc il faut se maintenir, il faut venir évoluer une nouvelle fois ou se maintenir au-delà des 4587 pour venir tester ces 4750 une nouvelle fois. Voilà sur le CAC, nous allons passer aux États-Unis, nous passons donc sur le Dow Jones 30. Le Dow Jones 30 ici, le Dow Jones 30 donc qui évolue de la même façon sur cette oblique testé à 2 reprises, également qui a mis en échec à plusieurs reprises donc depuis le début du mois. Une accélération a permis de venir tester une nouvelle fois ce plus haut du 17 avril, mais attention à ce retour baissier. En journalier, donc nous retenons le niveau des 24 070, une nouvelle rupture de cette oblique pourrait nous conduire ici sur les 23 343, donc sur l'indice américain Dow Jones. Au niveau
Au niveau donc du graphique en 4 heures, la moyenne mobile en revanche permet de soutenir actuellement la tendance. À court terme, nous avons cet oblique ici que nous allons surveiller en tout cas, qui pourrait être un nouveau test à plusieurs reprises ici. Donc sous la moyenne mobile sans période, attention ici au franchissement de cet oblique donc, qui pourrait amener à une baisse plus importante, venir ici sur la moyenne mobile de 100 périodes. Mais ici, le maintien au-delà des 24 000 de la moyenne mobile sans période, un dépassement ici de l'ancien plus haut 24 170, nous attendons donc un retour sur les 24 570, donc sur l'indice américain. En hebdomadaire, nous avons des niveaux que nous surveillons, mais qui ont été pour le moment dépassé. En hebdo, donc cette hésitation sur la moyenne mobile 200 périodes. Pour le moment, pas de validation, donc au-delà, hein, pas d'accélération au-delà, qui pourrait permettre de venir combler ce gap que nous allons d'ailleurs voir en journalier. Voilà, avec l'objectif donc en cas de dépassement des 25 000 ici, de retour sur le comblement du gap, 25 810 points. C'est 25 000 ou quasiment qui ont déjà mis en échec, on le voit, la tentative de rebond du 10 mars et la tentative ici de rebond qui s'est clôturée le 30 avril. Et donc au-delà des 25 000, c'est un probable comblement du gap ici que nous attendons. En revanche, sous ce niveau et sous l'oblique, retour sur les 23 443, je le disais. Revenons ici donc 23 000. Revenons sur le graphique en hebdomadaire, on voit c'est 23 800, donc la cassure ici devrait confirmer le retour sur les 23 400 que nous avons. Mais attention, nous vérifierons une nouvelle clôture ici au-delà ou sous la moyenne mobile 200, sous la moyenne mobile 200 qui pourrait justement confirmer cette nouvelle hésitation. Une seconde clôture au-delà de la moyenne mobile 200 ici, au-delà des 24 000, au contraire, pourrait favoriser un retour haussier vers le comblement du gap ici. Nous poursuivons, nous regardons le S&P 500. S&P 500 de la même façon, hein, qui est en train d'hésiter. Après en tout cas une hésitation moyenne mobile sans période ici, hein, nous sommes sur en retard, hein, par rapport, nous sommes sur le Dow Jones ici, en train de tester la moyenne mobile 200 périodes. Le S&P 500, avec de nombreuses valeurs technologiques, a dépassé la moyenne mobile 100 périodes et tente donc une nouvelle fois, pourrait tenter de venir sur les 3000 points. Cette moyenne mobile 100 périodes correspond également à cette résistance 2880-2877 que nous avons vue, qui est notre résistance importante ici. Et donc nous avons ce comblement du gap qui a été réalisé à la fin du mois d'avril et un échec sous la moyenne mobile 100 périodes. Nous sommes en journalier. Malgré ce rebond ici, pour le moment, pas de dépassement de la moyenne mobile 100, 2939, donc point ici que nous suivrons, mais un maintien sous ce niveau 2882 que nous avons vu. Sous ces 2882, attention à l'accélération et un nouveau test ici de l'oblique. L'oblique actuellement situé sur les 2820 points. Voilà, nous terminons avec l'indice donc texan, l'indice Nasdaq 100 qui pourrait lui venir combler le dernier gap. Nous sommes maintenant à quelques pourcentages donc du plus haut historique, bien entendu. Donc tout de même des valeurs, voilà, 4%. Nous sommes à moins de 5% de la hausse par rapport sur les cours des CFD. Des valeurs technologiques, bien sûr, qui sont favorisées, ou en tout cas certaines, bien sûr. Il ne faut pas... il y a ici seulement 100 sociétés dans cet indice. Les 5 premières comptent pour 40%, voire plus de l'indice. Donc cela, bien entendu, a un impact important. Et donc, malgré des manques de perspective, malgré des revenus qui pourraient être sous pression, au deuxième trimestre, on pense à Facebook, on pense à Google également, des hausses de coûts extrêmement importants chez Amazon. Malgré tout cela, ce qui bien sûr traduit de réduction de profit par rapport aux anciennes perspectives, malgré tout cela, nous sommes sur les plus hauts historiques, sur certaines, voire au-delà. Certaines ont justement des résultats plutôt positifs, hein, mais nous ne parlons pas des majeurs qui ont des résultats qui sont maintenus, mais avec tout de même, malgré le manque de perspective, tout de même une société qui
qui se maintient, qui a des perspectives, ou en tout cas qui est à des plus hauts historiques, qui a des résultats qui se maintiennent pendant une crise, a priori, devrait donner des perspectives si elles sont positives. C'est en son intérêt. Mais en effet, maintenant, les marchés financiers ne sanctionnent plus s'il n'y a plus de perspectives économiques, même venant de ces 5 majeurs, même venant de sociétés qui sont au plus haut historique. Au-delà de ces 5 plus hauts historiques, il y en a quand même qui s'en sortent. Je vous invite à regarder des sociétés comme Shopify, qui n'est pas au Nasdaq 100 mais sur le US 500, qui est une société qui a fortement progressé, qui est donc dans la vente par correspondance, qui pourrait justement tirer son épingle du jeu, et même au-delà de la crise, parce que les ventes en ligne pourraient fortement progresser. Spotify, c'est donc une Shopify, hein, ce n'est pas Spotify, qui propose donc qui est une place de marché, comme Amazon en tout cas. Ici, donc, des sociétés comme cela, bien sûr, progressent et sont justifiées d'avoir un niveau qui est au-delà du plus haut historique, étant donné la forte accélération qu'il y a. Mais c'est les GAFAM, les FANG, qui n'ont pas donné de perspective, qui pourraient avoir, je disais, une hausse des coûts chez Amazon, une baisse des revenus publicitaires chez Facebook et Google, qui est le principal revenu. Tout cela donc n'amène pas à une baisse. Nous avons une poursuite de la hausse du Nasdaq 100, hein. Cela peut faire penser, et nous l'avons vu avant ici, cette hausse importante, hein, du Nasdaq 100 depuis 2018, une hausse déjà de 67% ici en l'espace d'un peu plus d'un an, et nous revenons sur le plus haut historique malgré la crise. On peut penser bien sûr à la bulle Internet, qui était une bulle technologique également, qui avait amené un peu plus auparavant une hausse extrêmement importante de ces actifs, complètement décorrélés des résultats, ou en tout cas des perspectives de résultats. Attention tout de même. En revanche, bien sûr, le Nasdaq 100 donc, est toujours en hausse, et il y a le comblement du gap en ligne de mire sur les 9440. Au niveau technique, nous sommes en journalier, peu de niveaux qui pourraient bloquer cette accélération haussière. Donc si nous avons un retour haussier, on le voit, hein, les marchés européens qui restent assez flat, les marchés américains qui restent en légère baisse, et au début de la journée, au début de la séance, en tout cas sur les futurs, hein, dans le début de la matinée, nous avions un VIX qui était en hausse de 6%, des baisses qui étaient bien plus importantes sur les futurs, et puis un retour haussier doucement, et donc qui pourrait amener justement à profiter de cela. C'est une hausse légère, hein, que nous attendons ici, 1,58%, et donc le comblement du gap sur le Nasdaq 100 avant d'atteindre de plus haut historique probablement sur cet indice technologique drivé par les 5 premières capitalisations ici. En revanche, un échec en tout cas, et un retour sous cet ancien plus haut, ici 9160, nous pourrions revenir sur les plus bas récents, sur les 9000 voire 8886. Ici on voit les moyennes mobiles qui jouent leur rôle, hein. La moyenne mobile 200 périodes qui a permis une accélération, la moyenne mobile 100 périodes par la suite qui a permis une autre accélération. Ici depuis le début du mois, nous sommes sur une hausse de près de 7% tout de même sur le Nasdaq, donc le comblement du gap ici est tout à fait jouable. Peu de niveaux donc à surveiller, hein, maintenant que nous sommes sur les plus hauts historiques. Voilà, en hebdomadaire de la même façon, une accélération extrêmement importante, et en 4 heures nous allons vérifier également pour terminer sur ce Nasdaq. Voilà, peu de valeur, donc un maintien au-delà ici des 9150, comblement du gap donc avant d'atteindre le plus haut historique. Un retour sous ce niveau, 9000 en ligne de mire, attention à la cassure des 9000 qui pourrait nous ramener ici sur les 8600. Voilà, nous regardons maintenant rapidement les matières premières. Les matières premières, donc le cours de l'or en tout cas. Le cours de l'or qui poursuit sa tendance baissière malgré une décélération, on l'a vu. Retour haussier ici avec pour le moment un dollar américain qui reste en baisse. Donc on le voit finalement, un retour sur les valeurs refuges de très courte période, et un marché qui pourrait être une nouvelle fois drivé donc par les valeurs technologiques américaines. Au-delà des 1700 $, objectif de revenir sur le plus haut récent, sur les 1722, on le voit ici. Attention à l'échec, notre objectif se situe en revanche sur les 1680 $. Notre perspective reste toujours haussière à long terme. Voilà, il était avec cette baisse, c'était un moyen donc de se placer une nouvelle fois, c'est ce que nous disions depuis le début ici, de trouver un point d'entrée pour le cours de l'or, et donc de prendre l'accélération par la suite. Le cours de l'argent également, hein, qui suit la même tendance. Pour le moment en revanche en échec, toujours pas
pas de test, les 15,84 qui est la résistance importante, 15,87 ici en journalier. En journalier, donc une tentative ou en tout cas une hésitation sur les 15,50 $. Nous allons regarder également en 4 heures. En 4 heures, une accélération sur la moyenne mobile 200 périodes de la même façon, 14,78 et moyenne mobile 200 périodes. Et donc au-delà des 15,50, nous sommes actuellement en 4 heures ici. Nous vérifierons donc une accélération au-delà des 15,60 qui avait déjà mis en échec ici, avec le plus haut donc les 15,62. Donc au-delà des 15,62, 15,63, nous attendons donc un retour sur les 15,84. Attention à l'échec sous les 15,50 qui pourrait nous conduire une nouvelle fois ici sur la moyenne mobile 100 périodes. Nous terminons donc les métaux avec le cuivre qui poursuivait son accélération haussière également, avec bien sûr des perspectives économiques très positives. Le cours du cuivre, qui est un baromètre de l'économie, montre bien donc que l'économie, en tout cas que les marchés financiers repartent. Il y a un retour haussier, mais la demande donc n'est pas au retour. Je rappelle donc que sur le cuivre, il y avait avant le Covid un déficit donc important qui se creusait, autrement dit une offre, une demande qui était supérieure à l'offre. Nous sommes maintenant au contraire avec une offre supérieure à la demande. Mais pour autant, nous avons une hausse donc qui s'est dessinée avec une hausse importante sur le cuivre depuis ce point bas ici. Voilà, nous avons une hausse donc de 23% actuellement, jusqu'à 23%, actuellement de 20% sur le cours du cuivre. Donc voilà, qui a première baisse avec la Chine et seconde baisse donc avec l'Europe que l'on a vu ici. Le retour haussier avec le retour au travail de la Chine, mais qui n'est pas confirmé. Nous avons un retour qui se fait de façon extrêmement doucement. Nous sommes revenus sous les différents niveaux en revanche, avec l'oblique ici et le retracement de Fibonacci, les 61,8 de Fibonacci. Attention donc au niveau graphique, qui pourrait nous amener à un retour sur le plus bas récent, correspondant actuellement à la moyenne mobile 100 périodes, donc les 2,33 $, qui est notre objectif sous les 2,37 $, de revenir sur ce plus bas récent et de revenir ici sur la moyenne mobile, donc 2,33 $, 2,34 $. Nous terminons donc ces matières premières sur le cours du pétrole. Ici, nous sommes sur le WTI en cash, donc sur l'échéance juin et juillet. En tout cas, cela est calculé sur l'échéance juin et juillet. Nous voyons donc un spread qui s'est pas mal resserré sur ces deux échéances. Pourquoi ? Parce que nous arrivons bientôt à échéance de juin, qui est donc la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, sur le cours du pétrole. Il me semble, oui, c'est la semaine prochaine. Donc nous avons l'échéance sur le pétrole. Le négatif semble être sauvé avec des cours qui se maintiennent au-delà des 25 $, donc, mais on voit depuis plusieurs séances un ralentissement de la tendance, un maintien sur la moyenne mobile 200 périodes. Attention à la clôture ici sous la moyenne mobile 200 qui pourrait nous ramener sous les 20 $. Ou en tout cas en train de tester ce range 20,32 avec les plus hauts ici que nous avons observé cette tentative échouée avant l'accélération haussière et la moyenne mobile 100 périodes actuellement sur les 19,05 $. En revanche, un maintien et un franchissement ici des 26 $, qui met en échec, pas de clôture au-delà des 26 $ depuis cette chute importante du 17 avril. Cela pourrait nous permettre au-delà des 26 $, donc de venir ici sur les 28,75. Je le rappelle, ici c'est l'échéance de juin. Sur le brut, la même perspective, les mêmes types d'accélération. On voit ce qui explique donc ce resserrement de l'écart. C'est bien sûr l'échéance qui arrive la semaine prochaine. Voilà, on se souvient du négatif. Pour le moment, cela semble être plutôt hors de cause. Mais attention, le négatif, donc c'était ici, nous étions sur les mêmes niveaux avant d'arriver, donc avec un blocage, un rebond ici sur les 25, et le lundi, nous avions eu une chute importante et un retour, donc on ne le voit pas sur les CFD, mais un retour en tout cas une immersion en négatif. Donc nous étions sur les mêmes niveaux, attention à ce niveau critique. Voilà, nous terminons sur le Bitcoin qui a fait son halving hier. Le halving, c'est donc la séparation ou la division en deux de la récompense allouée aux mineurs. Les mineurs donc qui minent, comme leur nom indique, le Bitcoin avec leur puissance de calcul et ont donc des récompenses. Cette récompense a été divisée par deux. C'est la troisième fois que nous avons une divisée par deux. Les marchés financiers, les investisseurs attendent une hausse importante, comme nous l'avons vu. Le deuxième halving avait amené par la suite à moyen terme
Le Bitcoin à venir tester les presque 20 000 dollars et le premier halving qui s'est fait en 2012 où nous étions loin de ces niveaux avait également amené une hausse. Certains donc la théorie c'est donc bien sûr qu'il y a moins de récompenses, donc moins de création monétaire et donc une inflation, en tout cas une hausse du coût de chaque monnaie. Cette théorie donc impliquerait que le Bitcoin est utilisé de façon importante et donc que tous les Bitcoins sont utilisés comme monnaie. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, cette raréfaction ou cette réduction de la création de monnaie, c'est pas une réduction de la monnaie, c'est une réduction de la création de monnaie, devrait ne pas avoir d'influence notable sur le cours du Bitcoin. En revanche, l'engouement que cela peut amener, étant donné justement que les précédents halvings ont amené une hausse importante, pourrait amener à une volatilité importante. Mais notre perspective reste toujours baissière. Il y a ce niveau que nous attendions justement venir tester ici, les 10 500, qui est notre résistance importante, que nous allons suivre avec attention, avec cette résistance touchée à 2 reprises, et les 10 500 qui est le plus haut récent. Et donc une accélération pourrait être visible, ce que nous attendions ici pour venir tester avant de reprendre une tendance baissière, mais nous pourrions venir la tester. Attention à la volatilité qui pourrait être visible donc sur le Bitcoin tout de même. Nous sommes en hebdomadaire ici. En cas de franchissement ici des 9 000 dollars, les 10 000, les 10 500 en ligne de mire, et ce sera le test important. 10 340, pardon. Voilà, les 10 400, la résistance est facile à tracer, les deux plus hauts ici, de 2017 et de 2019, ici 10 500 qui est également le plus haut. On va regarder rapidement en 15 minutes, même si en effet nous sommes en décalé, il est 10h31, en 15 minutes, donc toujours une hésitation sous ce niveau. Ce niveau, c'est un niveau que nous suivons avec attention. Voilà, en 1 heure, il est tracé également. Voilà, résistance d'abord, la cassure a amené à une accélération importante, et ici nous avons eu un rebond qui s'est effectué et qui a permis la nouvelle accélération. En revanche, dans l'autre sens, nous avons eu un échec ici, et donc nous suivons avec attention un nouveau franchissement de cet oblique 8846, nous attendons ici un retour sur les 9000, 9070 avec la moyenne mobile sans période. Attention en revanche sous ce niveau à l'accélération baissière avec 2 échecs ici à se maintenir au-delà des 8800. Nous sommes en 1 heure. Attention sous le retracement de Fibonacci, mais surtout notre niveau que nous suivons avec attention, c'est 8400. Donc il y a un article a été écrit hier avec ces 8400, sous les 8400, 8150 et le seuil des 8000. Nous avons atteint les 8150 ou 200 quasiment. Attention sous ce niveau, retour sous les 8000 dollars. Voilà sur le Bitcoin et voilà sur ce Market Live. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouvera également cet après-midi. On se retrouvera également demain matin également pour le Market Live de 11h. Cet après-midi, ce sera les actions, toujours beaucoup d'actions principalement plutôt négatives sur les résultats. Merci. Pardon. Merci de nous suivre durant ce Market Live.